Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui a su trouver la force, sa force dans l'humour, en créant le personnage de Tania. Je suis ravie, je suis fan de Tania. Il est de ceux que j'aime recevoir. Il est talentueux, mais aussi terriblement captivant. Vous le sentez pas là, mais sa fragrance embaume notre lieu. L'humour face à l'intimidation. L'humour comme force à l'école. Être un homme ou une femme. Il est humoriste et youtubeur, et vous l'avez compris, dès lors qu'on parle vrai, qu'on ose se lancer dans une carrière artistique, que les arts apparaissent comme une résilience, c'est tout naturellement que moi, je veux l'entendre. Je veux entendre son parcours, le parcours de cette personne qui est aussi talentueuse que bouleversante. Il est comédien, créateur de contenu, showman et surtout un véritable phénomène du web qui a su, en quelques années, conquérir le cœur de milliers de spectateurs, dont moi, et faire exploser l'audience. La question est, vit-il de sa passion ? Comment a-t-il identifié son talent pour oser devenir l'artiste d'aujourd'hui ? Notre invité du jour est une ascension fulgurante, une personnalité éclatante et une créativité sans limite. On va parler travail, déclic, rencontres, soutien et douleur. On va parler de ses débuts sur Snapchat et de ses premiers pas sur scène, en passant par l'incroyable succès de son alter ego, Tania, qu'il a su imposer avec style, ce style unique entre humour, authenticité et engagement. 1 million de followers, des salles de spectacle pleines à craquer, une communauté fidèle et engagée. Cet épisode est pour moi une invitation au grand show, enfin, aux coulisses, au rire, aux perruques flamboyantes. On va découvrir ce qui se cache derrière cet artiste profondément sincère, qui puise sa force dans une histoire de vie exaltante et un parcours sinueux. On va en parler, de ses combats, de son amour du spectacle. Aujourd'hui, on plonge dans son univers. On va parler de confiance en soi, d'identité, d'ambition. Comment crée-t-on un personnage aussi marquant que Tania ? Quelles sont les clés pour transformer une passion en véritable carrière ? Et surtout, comment rester authentique dans un monde où tout va trop vite ? Notre invité du jour est Cleveland Roumillac. Bonjour et bienvenue sur Casting Call. Bonjour, merci beaucoup pour cette magnifique description. Même moi, je suis épaté. Je dis, dis donc, c'est de moi qu'on parle. C'est de toi, c'est de Tania. Merci d'être là. Tu sais, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi aujourd'hui ? Alors, je pense que j'ai parcouru quand même, j'ai fait pas mal de chemin aujourd'hui, mais je ne suis pas satisfait. Pas encore ? Non, pas encore. Non, pour moi, j'ai encore du chemin. J'ai énormément de chemin, même si tout le monde pense Tania avec le personnage de Tania, avec tous les spectacles et autres, que ça va, je suis arrivé là où je voudrais. Non, d'ailleurs, j'en parle pendant mon spectacle. Non, je ne suis pas du tout arrivé. Pour moi, je veux aller plus loin. Après, je pense que j'ai un problème aussi. Je suis un éternel insatisfait. Donc, voilà, je pense que tout part de là. J'atteins certains objectifs, ben, je me calme pas, je me dis non, il faut que j'aille encore plus loin. Adrénaline, Oui. Tu es né et tu as grandi en Guyane, entouré principalement de ta mère, de tes tantes et de ta grand-mère, des femmes. Quels souvenirs gardes-tu de cette enfance entourée de toutes ces figures féminines fortes, j'ai cru comprendre? Oui, elles avaient un très fort caractère. Je pense que Tania a repris un peu de chacune. Et elle me disait tout le temps, il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire parce que tu as bien vu que nous, il n'y a pas eu de présence masculine, de figure paternelle non plus dans ma jeunesse, dans mon enfance. Donc, elle me disait tout le temps, tu as bien vu, il ne faut pas compter sur les hommes, il ne faut pas compter sur les autres. Il faut que tu saches tout faire. Donc, c'était ça le mot d'ordre à la maison. Donc, ça passe par
monter un meuble, la maison, les démarches et tout, ça passait par tout ça. Ça résonne là chez les femmes qui nous entendent. Tu dis souvent que tu as appris à être indépendant très jeune, notamment en t'occupant de ton petit frère et en cuisinant dès l'âge de 10 ans. Comment est-ce que ça a forgé la personne que tu es aujourd'hui ? Alors, à l'époque, j'avais pas forcément le choix. Ma grand-mère, elle m'a dit, écoute, il faut que tu apprennes à faire à manger très tôt parce que moi, je vais pas tout le temps faire à manger pour toi. Il faut que tu m'aides également. Et aussi, donc, elle m'a appris. Mes tantes m'ont appris aussi. Et quand elles ont vu que je savais faire à manger, il fallait juste faire attention par rapport au gaz, les trucs comme ça. Mais sinon, elles disaient, ben, écoute, maintenant, c'est toi qui vas faire à manger. Et quand ma mère, vu que je passais plus de temps avec mes tantes et ma grand-mère que ma mère, quand ma mère a compris que je savais faire à manger, alors là, c'était la fin de cuisiner plus du tout. Elle me disait, maintenant, c'est toi qui vas faire à manger. Après, ma mère travaillait énormément, donc elle partait à 9h et elle rentrait à la maison à 20h. Donc, moi, quand je rentrais du collège ou autre, ou même l'après-midi, il fallait déjà préparer le repas pour le midi ou le soir. Donc, tu as pris goût à la cuisine, tu aimes cuisiner ? Oui, je pense. Avant, je disais non, mais maintenant, oui, je trouve que la cuisine m'apaise. D'ailleurs, je cuisine quasiment tous les jours. Même si c'est des petits plats, je cuisine tous les jours. De quoi tu rêvais quand tu étais enfant ? Alors, comme métier ou... Alors, je rêvais d'être juge ou avocat. Juge, oui. Ok. Juge ou avocat. Juge ou avocat. Désir de justice. Je sais pas. En fait, j'aimais prendre la défense des gens, même à l'école ou même quand je regardais des telenovelas, j'avais toujours mon avis à donner, je voulais toujours défendre, je voulais toujours comprendre l'autre, pourquoi il a fait ça, pourquoi pas et tout, je voulais absolument comprendre ça. Telenovelas. Tu as des origines brésiliennes. Oui, exactement. Et guyanaises. Oui. Cette double culture, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta façon de voir le monde et d'interagir avec les gens ? Alors, le côté guyanais reste, bon, du coup, comme les Antilles, on va dire, on a à peu près la même culture, donc c'est la culture créole, donc on a quand même un tempérament assez chaud, ça reste quand même exotique, mais le côté brésilien a apporté un plus, parce que les Brésiliens sont très sanguins, enfin, je pense que comme toutes les personnes d'Amérique latine, sont très sanguins, ça a apporté un peu plus de peps, on va dire. Les deux mélangés, c'est vrai que ça fait pas... Parfois, ça explose, mais sinon, quand on arrive à canaliser les deux, ça donne un beau mélange. Qui est brésilien dans ta famille? Ma mère. Voilà. Mas então você é brasileiro, não? Sim, eu você sou brasileiro. fala? Eu falo português. Você fala Sim, também, mais tout s'explique. Je comprends maintenant. Tu rêvais d'être juge. Papa était parti? Alors oui, mon père, depuis mes 2 ans ou 3 ans, il me semble, mon père ne vivait plus du tout avec ma mère. Donc du coup, et puis j'ai pas grandi avec mon père, il s'occupait pas forcément de moi, il avait déjà refait sa vie avec une autre femme, c'était compliqué de le joindre, de le voir, donc du coup j'ai vraiment grandi sans père. Et ma mère refusait de nous imposer un beau-père ou autre, donc même si elle fréquentait quelqu'un, il n'était pas à la maison. Donc une femme aimante et protectrice, Oui, exactement. des femmes fortes, mais qui t'ont vraiment éduquée dans l'amour, c'est ça? Alors, éduquée, je sais pas si elles m'ont éduquée dans l'amour parce que ma mère, elle faisait ça parce qu'elle savait qu'on avait un sale caractère et elle ne voulait pas non plus... que la relation se passe mal avec mon beau-père. Donc, du coup, elle faisait les choses petit à petit. Mais on n'a jamais vraiment parlé d'amour, avec mes tantes ou ma grand-mère. Juste ma grand-mère, comme elle est très religieuse, elle disait juste que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, c'est tout. C'était Injonction familiale. Ouais. J'entends, quand je dis de l'amour, une sécurité rassurée, des règles. Oui. Pas trop de communication. Non, pas en tout cas sur les relations amoureuses, non. Et beaucoup d'injonctions. Ouais. Que ça soit la religion ou toutes ces injonctions que nous impose la famille. On grandit tous avec ces petites voix de nos familles qui nous disent « tu feras des études, tu vas te marier, tu auras des enfants ». À 17 ans, tu fais ton coming out sur Facebook. C'est un moment qui peut être à la fois libérateur et ultra angoissant. Ici, lorsqu'on parle avec tous les artistes de l'homosexualité, on sent combien ça a été difficile à l'enfance ou à l'adolescence de s'accepter.
Avant de parler de ce coming out, quel genre d'enfant tu étais à l'école? Tu dis que tu rêvais d'être avocat, mais est-ce que tu rêvais déjà de ce milieu artistique? Pas du tout. Alors, je rêvais pas du tout de ce milieu artistique. Pour moi, j'allais faire un métier comme tranquille, standard, comme tout le monde. Je voulais être juge et avocat parce que j'aimais prendre la défense. Et quand je voyais ce métier-là dans les telenovelas autres, j'étais passionné, j'étais vraiment passionné entre l'uniforme, ceux qui défendaient, j'aimais vraiment. Mais à l'école, j'étais réservé, on va dire. J'étais réservé, voire très timide, sauf avec les gens que je connaissais. Donc, du coup, en général, c'était les filles. Les filles, mes copines. Et avec les filles, je me lâchais, il n'y avait pas de problème. Mais sinon, avec les autres, à partir du moment où on me mettait dans un environnement où je connaissais personne, alors là, j'arrêtais tout. J'étais vraiment dans mon coin, on ne me reconnaissait pas. J'avais peur de parler, prendre la parole. En plus, j'étais très efféminé, vu que j'ai grandi qu'avec des femmes. Donc, du coup, j'étais très efféminé. Donc, du coup, j'avais peur des remarques. Et je me disais, si je restais dans mon coin, personne ne va me remarquer, personne ne va faire de remarques et ça va passer. Donc, c'est drôle parce que tu dis, je rêvais d'uniforme et de défendre. Alors, aujourd'hui, dans le personnage de Tania, c'est pas un uniforme, mais c'est un costume. Oui, exactement. Et tu défends des sujets, tu vois, comme quoi c'est intéressant. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Comment et pourquoi tu oses faire ce coming out? Parce que je sais qu'à 17 ans, j'étais au lycée et tout le monde se posait la question. Tout le monde se posait la question au lycée, si j'étais gay, si j'étais pas gay. Et j'avais marre d'arriver quelque part et qu'il y ait des messes basses, qu'on parle derrière mon dos, on dit, mais tu étais toujours en Guyane à l'époque? Oui, j'étais toujours en Guyane à l'époque. Et j'avais pas envie de ça. Je me suis dit, écoute, fais ton coming out, dis-le. Parce qu'à l'époque, moi, on me disait ça depuis le collège, mais moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces histoires d'orientation. Tu te posais pas de questions. Exactement. Tu pensais ni à la sexualité, ni à ses orientations. Tu étais un enfant. Exactement. Et à force qu'on me dise, oui, ben, tu parles comme une fille, tu marches comme une fille, tu aimes les hommes, etc. Donc moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à cette époque-là, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, plus âgé que moi, qui est devenu un ami et qui lui était gay et qui lui m'a éduqué, on va dire. Il m'a dit, ce qui t'arrive, c'est normal, tu te poses des questions, etc. Et comme j'avais pas de schéma dans ma famille et j'avais pas vers qui me retourner, à l'époque, Internet n'était pas aussi développé, les livres également, pour parler d'homosexualité ou autre, donc j'avais pas de repères, je savais pas vers qui me tourner, donc lui, je sais qu'il m'a beaucoup aidé. Et à 17 ans, un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, écoute, je pense que je suis sûr de qui je suis, de ce que j'aime. En tout cas, je sais que je n'aime pas les femmes. Donc, je vais le dire. Et ceux qui sont contents sont contents. Ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. On y va. Donc, on peut dire que tu avais une sacrée estime de toi et une sacrée confiance. Tu en avais parlé avec ta famille ou pas? Non, pas du tout. J'avais pas encore parlé avec ma famille, mais donc je savais... Donc, c'était pas un complexe non plus? Non. Ça t'a pas freiné? Non. Après, vu que j'étais pas très... Enfin, à part mes tantes et ma grand-mère, vu que à part eux, j'étais pas non plus très famille, je me suis dit, bon, ben, si elles acceptent, elles acceptent. Si elles acceptent pas, c'est... Tu n'étais pas très famille? Jusqu'à aujourd'hui, hein. Je suis pas... Pourtant, j'ai grandi, j'étais avec ma mère, mes tantes et tout, mais... Je ne suis pas très famille. Non. Tu racontes que ta mère avait surtout peur du regard des autres. Oui. Et des dangers que cela pouvait représenter pour toi. Comment ta relation avec elle a évolué après ce coming out? Et j'entends avec satisfaction que tu as une sorte de liberté, sans peur. Oui. Et c'est rare. C'est rare. Combien d'artistes, je pense à Bruno Berberès, le grand directeur de casting, je pense à Gwendal, à Jordan Deluxe, enfin... tous ces garçons qu'on a reçus qui nous racontent comment ça a été un moment, Christophe Beaugrand, tous ces garçons qui te racontent combien c'était douloureux. Pas pour toi. Non, pas. Moi, je voulais vraiment être libre. Pour moi, la liberté, c'était le plus important. C'est ne pas vivre en portant un masque au quotidien et tout, c'était le plus important. Et je me suis dit, si je dois tourner le dos à des personnes de ma famille ou autres, c'est pas grave, mais j'ai besoin d'être libre. J'ai vraiment besoin d'être libre, j'ai besoin de vivre ma vie comme je l'entends. Donc voilà, ma mère, donc elle avait peur, mais les mois qui ont suivi, je pensais qu'elle était déçue. Donc moi, j'avais un peu de peine parce que je me suis dit, mince, vu que je suis le plus grand, j'ai dû faire de la peine à ma mère. Mais après, en fait, quand elle m'a expliqué qu'elle avait vraiment peur, et j'ai su ça des mois après, je me suis dit, bon, ben, ok, tant mieux alors, parce que je pensais vraiment qu'elle avait de la peine, qu'elle avait déjà des plans pour moi. Honte, exactement. Ouais. Je pensais qu'elle avait honte et qu'elle avait d'autres plans et que je n'avais pas suivi ces plans-là, mais elle m'avait dit non, pas du tout.
jusqu'elle avait vraiment peur. Donc ça m'a rassuré d'un côté, mais je voulais tellement la liberté que je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Hein. Et à 17 ans, tu en étais où dans ton parcours artistique? Tu l'envisageais? Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Après, mes amis me disent, avec du recul, que parce qu'en fait, j'ai créé un petit cercle fermé et avec ce petit cercle-là, j'ai vraiment été moi-même. Par exemple, la personne qu'ils voient sur scène aujourd'hui, eux, ils me disent qu'ils voyaient cette personne-là quand j'étais avec eux. Ils voyaient exactement l'artiste et moi, je ne voyais pas. Et ils me disaient tout le temps, oui, tu verras, toi, tu seras une star, toi, tu verras, tu seras une star. Mes amis me le disaient. Et ils me disent oui. Et ils me disaient aussi que je disais oui, vous verrez, un jour, je serai sur scène. Ah. Mais parce qu'en fait, quand je rigolais avec eux, je faisais rire, on me racontait des anecdotes et tout, mais c'est tout. C'est tout. Je pense que je disais ça pour rigoler, mais je me voyais pas du tout sur scène. Faisais tout comme, pour rigoler. On te découvre sur Snapchat en 2016, puis sur Instagram, qui est devenu ta plateforme principale. Et là encore, comment tu t'essayes sur les réseaux sociaux en parallèle de tes études, sans aucune intention, juste vivre un peu sur les réseaux? Exactement, parce qu'on me proposait, j'étais jamais venu à Paris, c'est la première fois que je venais à Paris pour mes études, je connaissais rien du tout, j'avais pas mal de galères et je racontais ces galères-là sur Snapchat. Donc du coup, à l'époque, c'était mes amis qui écoutaient les stories et ils me disaient c'est trop drôle, tu devrais vraiment... Quel genre de galères tu avais? Alors me tromper dans le RER, prendre une autre direction alors que je dois aller de l'autre côté. On m'avait volé mon téléphone également, les arrêts de bus. C'était vraiment galère sur galère. Je ne connaissais rien du tout. Et tu étais venu à Paris pour les études? Oui, pour les études, exactement. Tu faisais quoi comme études? Une licence de portugais. Ah, voilà. ok. Une licence de portugais. Et en parallèle, je faisais aussi l'école de professeur des écoles. Donc, voilà. Et là, ça commence à prendre sur les réseaux sociaux une ampleur absolument inattendue. D'ailleurs, avant d'être humoriste, on peut dire que tu as été influenceur. Tu étais professeur des écoles. Oui, exactement. Tu as eu ton diplôme. Oui. Alors, j'ai eu ma licence, mais en fait, quand j'ai commencé professeur des écoles, j'ai commencé en tant que contractuel parce que je me suis dit, je vais quand même essayer le métier et si j'aime, je passe le concours en interne. Et là, tu as dû faire un choix. Oui, sauf qu'à un moment entre donné, l'éducation nationale et la carrière artistique. Ouais. Comment tu as fait pour prendre ce choix? Enfin, on a l'impression que... J'aimais plus. Tu n'aimais plus. J'aimais plus. Moi, il faut savoir que quand j'aime plus, j'aime plus. Chez moi, c'est soit j'aime pas. Et quand j'aime pas, j'arrête. Il faut que j'arrête parce que j'avais plus la motivation. Quand je me levais le matin, j'avais la boule au ventre, j'étais pas motivé, je faisais le strict minimum et je me suis dit quand même les enfants sont là pour... Tu avais des enfants de quel âge? Alors, j'avais 3 ans, mais après, j'ai demandé à changer de niveau. Parce que je me suis dit peut-être qu'il me faut un autre niveau où ils sont beaucoup plus indépendants. J'ai changé de niveau, j'ai rechangé de niveau, donc ça veut dire que je suis passé du CP au CE2, CM1. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais pas la motivation. Et si j'ai pas la motivation, j'avais du mal à produire des exercices, des activités pour l'apprentissage des élèves. Donc je me suis dit c'est pas bien quand même. Ils sont là pour un objectif. Et si j'atteins pas les objectifs en fin d'année, je vais quand même m'en vouloir. Donc j'ai dit écoute, si c'est plus fait pour toi, il faut partir. Cleveland, authentique, oui. Toujours dans le vrai. Il faut que ce soit dans une sorte de performance. Est-ce que quand tu as quitté l'éducation nationale, tu avais un plan B? Non. Alors, rien. Je me suis dit, écoute, je venais de lancer mon premier spectacle, La Seule et l'Unique. Je me suis dit, bon... Attends. Comment ça t'avait lancé ton premier spectacle? Alors, quand j'ai démissionné, je lançais mon premier spectacle. Ah, tout de même. Donc, tu avais un plan B. Les réseaux sociaux, c'était bien. Non, mais j'avais juste 2 dates de prévues. C'est tout. Avec Tania, l'alter ego. Exactement. C'était La Seule et l'Unique. Donc, la seule Tania et l'unique Cleveland. Alors, comment est né ce personnage? Je ne savais pas que déjà pendant l'éducation nationale, tu l'avais envisagé. Tania est née avant que je rentre à l'éducation nationale. Hein. Tania est née en 2017 et j'ai commencé l'éducation nationale en 2018. Donc, Tania est née par rapport à une vidéo que je devais faire. Il cherchait un personnage féminin.
Et je pense que cette part de féminité a toujours été en moi. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, si vous voulez, je peux essayer de faire. Ils m'ont dit, tu es sûr et tout, parce qu'ils connaissaient du coup Cleveland, qui fait des vidéos, qui parle de sujets d'amour et tout, mais pas que je me transformais ou que je me travestissais ou autre. J'ai dit, oui, je peux essayer. Tu le faisais déjà enfant? Oh oui, voilà. Tu te transformais? Exact. Par exemple, je prenais les robes de ma mère ou de mes tantes, les talons surtout, les talons. Je crois que j'ai toujours aimé les talons. Toujours. Le maquillage, tout ça, je n'ai pas de souvenir de toucher. Enfant. Mais les talons, j'ai toujours aimé les talons. J'ai toujours. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que ça dormait en moi déjà. Donc, après, Tania, on a fait la vidéo, elle a super bien marché. Et après, je continue à faire des vidéos, j'ai commencé à présenter le personnage et tout. Et les gens ont adoré. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'impact quand je parlais de certains sujets. Et les filles se reconnaissaient beaucoup plus. Soit elles me disaient, ah, mais ça me rassure, je suis pas folle. Je me vois que Tania est comme moi. Ou soit elles disaient, mais punaise, j'ai envie d'être comme Tania. Ou j'ai envie d'avoir une copine comme Tania pour me réveiller de temps en temps. Et voilà, après, je continue à prendre soin du personnage. Et à ce moment-là, tu ne pouvais pas imaginer, envisager que tu allais devenir un artiste et vivre de ta carrière? Pas du tout. Tu n'avais aucune référence? Alors, il y avait... moi, dans mon entourage, ils me disaient, comme j'ai commencé sur Internet, ils me disaient, mais tu sais, Internet, la vie d'artiste ou autre, c'est très aléatoire, ça monte, ça descend, aujourd'hui ça monte, mais en gros, demain, ça peut tomber, donc concentre-toi sur ton métier. Ma mère, surtout, me disait ça, elle me disait, ne quitte pas tes études pour faire ton métier artistique et tout, ça, on ne sait jamais. Et donc, du coup, je me disais, bon, je fais les vidéos, mais... Et à l'époque, je faisais surtout les vidéos, c'était comme une thérapie pour moi, parce que j'étais dans une relation hyper toxique. D'amour? Ah oui, et d'amour hyper toxique. Le gars me dévalorisait de A à Z. Mais après, j'ai compris, parce que je fais un travail sur moi, c'est que je cherchais cette figure paternelle chez lui, que je n'avais pas, que j'ai pas eu pendant mon enfance. Donc, quand je rencontre un mec, j'aimais dire oui, j'ai besoin d'un mec qui me dise de fermer ma bouche, qui me contrôle. Je disais ça tout le temps. Alors que je me disais, mais ça ne correspond pas à mon caractère parce que j'ai un fort caractère. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec lui, surtout, je recherchais une figure paternelle chez lui. Et lui, en plus, il avait un problème, la peur de l'abandon. Donc, en fait, c'était pas du tout un bon mélange. Et il était hyper toxique. Lui, il me disait, oui, tu vas arrêter avec tes vidéos. Tu penses que j'ai envie de me mettre avec quelqu'un qui se ridiculise sur Internet et tout. Alors qu'à côté, mes abonnés me disaient, oui, franchement, continue et tout, tu as un rayon de soleil. Et lui, il me disait, mais non, c'est de la merde ce que tu fais et tout, tu devrais arrêter ça. Et il m'a fait un chantage à un moment donné. Il m'a dit, si tu continues à faire tes conneries, même pas des vidéos, si tu continues à faire tes conneries sur Internet, toi et moi, c'est fini. Et alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais alors je l'aime quand même, c'est l'homme de ma vie, je l'aime, pour moi je me voyais avec lui, j'ai dit, faut que, je sais pas, je me suis posé quand même des questions, je me suis dit, mais c'est vrai, à côté ma famille qui me dit, ben en fait ça va pas durer, je me suis dit, est-ce que je tente ou est-ce que je... Mais en fait il me rabaissait tellement, et un pote à moi, je me rappelle, il m'a dit, écoute, ça fait longtemps que je t'ai dit que cette relation-là n'est pas faite pour toi, ce gars-là n'est pas fait pour toi, il va te détruire, d'accord? Là, tu as vraiment un talent, tu as vraiment quelque chose, et aussi mes abonnés me disaient ça, ils me disaient, mais faut jamais arrêter, tu as quelque chose, tu remontes le moral, tu n'imagines pas quand tu parles et tout. Je me suis dit, écoute, je vais m'accrocher à ça, c'est pas grave si je le perds, je vais m'accrocher à mes abonnés, je pense qu'ils ont raison. Et je lui ai dit que j'allais pas arrêter, et il m'a dit, bah écoute, si on va pas arrêter, c'est fini. Sauf qu'en fait, il n'a pas mis un terme. Vu que c'était un pervers narcissique, il était toujours autour de moi. Quand je voulais refaire ma vie, ben, il apparaissait. Et donc, du coup, moi, je disais oui jusqu'au jour où j'ai dit stop. J'ai dit stop, vraiment. Est-ce que cette relation, elle a eu une incidence sur toi? Quand on t'entend, Cleveland, c'est très intéressant. Parce que tu es déterminé à souhait. Tu racontes que tu n'es pas très famille. Je ne sais pas si tu entends dans ton témoignage tout ce qu'on t'a dit. Et justement, c'est le problème. Laissez-nous vivre. On dit des choses. On te dit, ah, t'es comme ci. Ah ben non, fais attention. C'est difficile de se créer son caractère et son chemin lorsque les gens te disent des choses. Alors, quand on sait que la parole est créatrice, c'est ce que je dis tout le temps, faites attention à ce que vous dites, parce que cette parole, elle génère une énergie. Mais où est-ce que tu as trouvé les ressources
Où est-ce que tu as trouvé cette énergie pour te défaire d'une relation toxique, pour accepter ton orientation sexuelle, pour définir ton identité féminine? D'où ça vient cette force? Bonne question. Je pense que je l'ai créé. Je me rends même pas compte. C'est que, en fait, moi, quand je veux quelque chose, et comme je t'ai dit, moi, pour moi, le plus important, c'est la liberté. Et pour moi, il faut que je sois libre. Donc, je sais ce que je veux. En général, bon, plus j'avance, plus on me dit des trucs. Je réfléchis. Je prends quand même en compte les avis de tout le monde. Mais après, je me dis, non, si j'ai envie de faire ça, je vais quand même. Et je leur dis, si je vais me casser la gueule, c'est pas grave. Est-ce que tu avais des peurs à cette période? Des peurs, manque d'argent, on va pas m'aimer. Oui. Tu avais des peurs? Je me suis dit, bon, je vais peut-être choisir le monde artistique, mais je ne sais pas combien je vais toucher, je ne sais pas comment, je ne sais pas si j'aurai des contrats. Mais surtout, tu ne connaissais rien au monde artistique. Exactement, je ne connaissais rien du tout. J'ai dû tout apprendre sur le tas, surtout la scène. J'ai tout appris sur le tas. Je ne connaissais rien du tout, mais je savais que je voulais y aller et que j'allais m'épanouir dedans. En tout cas, tu savais que tu allais t'épanouir dedans. Tu avais créé ton personnage Tania qui finalement, c'est toi. Oui. Et les réseaux sociaux ont été ta première plateforme, ta première scène. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui rêvent d'entamer une carrière artistique, qui n'ont pas encore trouvé comment faire, qui sont peut-être timides, renfermés dans leur coin, qui ont un problème avec leur identité? Quel conseil tu pourrais leur dire? Alors moi, je dis que c'est un très bon... Enfin, là, en tout cas, l'Internet, travailler avec Internet, ça donne une certaine confiance en soi quand c'est positif, mais il faut savoir quand même qu'il y a un côté négatif. Il y a un juste milieu. Exactement. Il y a vraiment un côté positif et un côté négatif. Mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ne pas hésiter à se lancer, voir ce que ça donne, ce que tu pourras améliorer. Parfois, on pense qu'on pourrait être parfait dans ce créneau-là, alors que non, il y a un meilleur créneau qui nous attend par la suite. Donc, vraiment pas. Pour moi, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Tu dis que ce qui t'affecte le plus, ce ne sont pas les attaques homophobes, mais les critiques sur ton travail. Comment tu arrives à gérer cette pression et à te protéger des remarques négatives? Et ça, c'est un conseil aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, pour les remarques sur mon travail, je sais on n'a pas fini de s'améliorer, on apprend tous les jours. Donc, quand ce sont des remarques constructives, je les prends en compte, même si au début j'avais du mal. Par exemple, avant, j'avais du mal à me regarder sur scène. Quand on me montrait une vidéo de moi sur scène, je ne regardais pas. Je ne regardais pas, je faisais quelqu'un d'autre regarder. Je dis, dis-moi si c'est bon, s'il y a des choses à faire, à améliorer, à changer dans le montage. Et si c'est OK, ben OK, on envoie. Mais je ne me regardais pas parce que j'avais du mal. Je ne sais pas si j'allais être satisfait du résultat. J'avais du mal à me regarder sur scène. J'avais vraiment du mal. Et aujourd'hui, en fait, les critiques m'aident, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer juste parce que c'est moi qui le dis. Même si c'est bien, si ça aurait été quelqu'un d'autre qui le disait, ça serait passé, mais juste parce que c'est moi qui le dis, on va trouver un truc à dire. Par exemple, on va me dire, oui, il parle tout le temps d'amour, il va tout le temps parler de sexe, il va tout le temps parler de ceci. Mais en fait, ce sont des thèmes qui reviennent souvent parce que la plupart des gens souffrent en amour. Donc, j'aborde ces thèmes-là et la plupart des gens posent en général les mêmes questions et tout. Et ce sont des thèmes qui parlent encore aujourd'hui et à différents types d'âges. Donc, du coup, tu peux avoir 18, 19 ans, tu souffres, 25 ans, tu souffres, à 30, 34, 35 ans, tu souffres. Donc, du coup, ça touche tout le monde. Tania est plus extravertie, plus affirmée que toi. Dirais-tu qu'elle est une partie de toi que tu n'osais pas être avant? Oui, Tania est une partie de moi. Tania m'a fait gagner confiance en moi, m'a fait énormément gagner confiance en moi. D'ailleurs, Cleveland est réservé, Tania est beaucoup plus extravertie, mais ça a toujours été en moi. C'est juste que je ne savais pas forcément comment l'exprimer. Et ce qui est rigolo, c'est le concept de Tania Aide-moi qui est né sur YouTube. Ça a fait exploser ton audience. C'est là où tu as rencontré ton premier succès. Oui, exactement. Sur YouTube, les gens adoraient comment je réagissais parce qu'ils me disaient les conseils que je donnais, parce que je ne donnais pas forcément des conseils comme une psy, mais c'était des conseils réveille-toi. Meuf, réveille-toi, là, ça ne va pas. Un concept ultra simple. Tu réponds aux questions des internautes, généralement à la recherche de conseils sur les décisions à prendre dans leur vie amoureuse. C'est rigolo, tu vois. Ça me rappelle ton premier amour d'être avocat. Hein? Oui. Défendre des sujets. Selon toi, les gens s'attachent autant à Tania grâce à quoi? Je pense que c'est par rapport à sa personnalité. C'est vraiment sa personnalité, les conseils qu'elle va donner. Parce qu'au final,
Quand je fais mes vidéos, c'est comme si les abonnés, d'ailleurs, quand ils me rencontrent, ils ont l'impression d'être une copine à Tania. Parce qu'elles arrivent vraiment, même moi, parfois, je sursaute, elles arrivent, ah, Tania, ça va et tout. Et moi, comme si elles me connaissaient, elles me disent, désolé, en fait, comme je te suis, je regarde tes vidéos, j'ai l'impression qu'on est copines. Parce que quand je fais mes vidéos, quand je leur parle, j'ai vraiment l'impression de parler aussi avec des copines. Donc, du coup, je pense que c'est ce qui a créé ce petit feeling entre nous, ce petit lien. Et d'ailleurs, même quand elles viennent au spectacle, elles sont à l'aise. C'est comme si c'est une grande réunion entre copines. Tania est définitivement une femme libre. Oui. Et Cleveland? Alors, Cleveland se pose beaucoup plus de questions, on va dire. Il est libre, mais enfin, il a plus de crainte que Tania. Tania, elle est plutôt, c'est une tête brûlée. Tania, elle va, et après, on verra après comment ça se passe, on va gérer. Et même parfois, dans ma vie de tous les jours, je me dis, mais comment Tania aurait réagi dans telle situation? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Est-ce qu'elle aurait fait tel voyage? Est-ce qu'elle aurait... Pour plein de trucs, je me dis, mais comment elle aurait fait? Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas, mais je me pose souvent la question. Je réfléchis beaucoup plus, on va dire. Ça explose sur les réseaux sociaux, l'audience. Ce qui m'intéresse, c'est, pour tous ces artistes qui ont une audience extraordinaire sur les réseaux sociaux, comme toi, dans l'humour, raconte-moi comment s'est fait le passage des réseaux sociaux à la scène. C'est pas rien. Ah non, quelqu'un t'a contacté, on t'a produit. On a reçu beaucoup d'humoristes qui nous disent avoir été repérés, notamment une artiste grâce à Patrick Sébastien. Qu'en est-il pour toi? Alors, moi, depuis que je faisais à partir du moment où j'ai fait des vidéos, tout le monde disait il fallait que j'aille sur scène. Tout le monde me disait ça. Et moi, je disais non, je ne vais pas sur scène. Et à l'époque, en Guyane, il y a un mec qui est devenu mon metteur en scène, mon premier metteur en scène. Il s'appelle Maldon. Lui, il m'a contacté parce qu'il faisait une tournée dans le sud, donc à Toulouse et à Montpellier, je ne sais plus quelle autre ville, avec des artistes guyanais à l'époque, des artistes guyanais qui émergeaient dans l'humour. Ça s'appelait le Yana Comedy. Et il m'a dit, bon, écoute, je te veux, mais est-ce que tu as déjà fait de la scène? Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je lui ai dit, non, jamais fait, mais oui, vas-y, parce que j'avais de gros problèmes de timidité. J'avais du mal à parler en public. Je me suis dit, ça sera un exercice. Vas-y, je vais faire. Et il m'a dit, OK, je vais te préparer alors à la scène. Sauf que, je ne savais pas que ça allait être aussi compliqué. Mes premières scènes, moi, j'ai détesté. Je n'ai pas du tout aimé parce que l'exercice... En fait, le public était déçu au début, on va dire. Enfin, ils étaient contents de me voir. Parce que j'ai toujours eu les talents, le look et tout, j'étais sexy, mais l'énergie n'était pas forcément là. Mais l'énergie n'était pas là parce que je devais apprendre tellement de choses sur le tas. Et quand j'arrivais sur scène, les gens criaient, les gens étaient contents de me voir. Moi, j'avais peur, donc j'étais réservé. Et faire une vidéo, le téléphone, il est là, après tu fais le montage, etc. Et être sur scène et donner la même énergie, c'était totalement différent et j'arrivais pas au début. Et comme j'arrivais pas... Mais alors attends, évidemment que tu n'y arrives pas. Est-ce que tu avais été coaché? Est-ce que tu avais un metteur en scène? Oui, alors lui, il est devenu, donc c'est lui qui me coachait, Maldon à l'époque, mais lui, il n'avait pas non plus il n'avait pas non plus 15 ans, 20 ans d'expérience dans l'humour. Tu as eu un metteur en scène? Oui, c'était lui qui était devenu mon metteur en scène, mais j'avais pas fait, je prenais des cours de théâtre à la fac, mais c'était une fois par semaine. Je baignais pas dedans totalement, donc du coup je devais tout apprendre dans c'est là où c'est intéressant, parce que être sur les réseaux sociaux, comme tu dis, derrière sa caméra et imaginer un personnage, ce n'est pas la même chose que d'être un artiste face à plus de 2000 personnes, parce qu'en Guadeloupe, c'est 2000 personnes. Après, tu atterris à Bobino, à Paris. C'est une pression de dingue aussi de se retrouver devant 2000 personnes. Et là, flop. Les gens sont pas contents? Alors non, ça c'était les premières scènes. Hein. Sinon après quand on a regardez-moi la Tania, attention. Alors quand on a commencé à faire au début, tu identifies que l'alchimie, enfin le truc avec le public, ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne pas trop. Et ça te fait quoi? Là tu te dis c'est pas pour moi. Oui, exactement. Là tu te dis je lâche. Je dis c'est pas pour moi. Exactement. Je dis non, moi je pense que c'est mieux les vidéos, je m'épanouis beaucoup plus sur les vidéos, je vais continuer comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui me disent non, il faut continuer la scène, c'est normal, tu débutes. Et ce metteur en scène là, le premier que j'ai eu, Maldon, il me disait non mais c'est normal, t'inquiète pas, tu vas t'améliorer, faut bien commencer quelque
quelque part, tu n'as jamais fait de scène, tu n'es jamais monté sur scène, tout ne peut pas être parfait. Tout de suite, il m'a dit, en plus, dans ta personnalité, tu es quelqu'un de réservé de base, donc c'est normal. Et lui, il m'a beaucoup encouragé. J'ai dit, bon, vas-y, je continue. Finalement, dans ce que tu racontes, parce que ce qui me surprend, c'est que tu me parles beaucoup de ce qu'on te dit. Oui. Ce qui est très contradictoire avec ton personnage autonome, ou j'ose, et peu importe, même une sorte de détachement avec sa famille. Mais j'ai le sentiment que ces rencontres ont été bienveillantes et bienfaisantes, et que c'est ça qui t'a propulsé. Alors, dans mon entourage, en tout cas professionnel, il y en a pas, ils sont pas 10, ils sont pas 15, il y en a très peu, mais ils ont été super bienveillants avec moi. À chaque fois, quand je voulais arrêter, ils me disaient, OK, on fait une pause. Ils reprenaient après par la suite, ils me disaient, oui, tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est normal. Parce que je me mettais tellement la pression. Mais après, je leur dis, oui, mais c'est pas vous qui avez des abonnés. Vous, si ça fonctionne pas, vous, on vous connaît pas. Moi, c'est moi. Après, on va dire, oui, il est nul sur scène et tout. Et j'ai dit, c'est vous qui m'avez dit de monter sur scène. Moi, de base, je ne voulais pas. Donc maintenant, il faut trouver quelque chose pour que je sois très bien sur scène, que les gens adorent. Alors justement, quand on s'appelle Cleveland, Tania, et qu'on est dans un immense succès des réseaux sociaux, comment on se prépare concrètement pour aller sur scène ? Beaucoup d'exercices en amont, on va dire. Alors, moi, je répète vraiment, mais j'ai une façon de répéter où le spectacle, comme je sais par quoi je vais passer, je ne veux pas que ça soit du par cœur, parce que je veux quand même qu'il y ait une interaction avec le public. Donc, je révise vraiment, je dois connaître le spectacle par cœur au point d'être à l'aise et de pouvoir sortir du texte et interagir avec le public. Parce que je sais que quand le public va venir, il va interagir, parce que c'est comme ça qu'ils sentent, ils vont donner leur avis, ou j'ai besoin de donner leur avis, et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai habitué mes abonnés. Donc, je fais en sorte d'apprendre le texte par cœur pour pouvoir être à l'aise, le maîtriser, pour pouvoir faire certains écarts. Alors, après, je fais un peu de sport, mais pas tout le temps. Je fais un peu de sport pour la scène, c'est important. Après, la présence aussi. Ce qui me sauve, c'est que j'ai toujours eu des mimiques. Par exemple, l'expression du visage, tout ça, j'ai toujours eu ça. Donc, du coup, quand je parle, quand j'explique une situation, donc ça passe. J'ai pas eu ça à travailler. Mais, ouais, en fait, c'est plutôt... Même pour moi, le plus difficile, c'est même pas le texte, hein, c'est l'énergie quand j'arrive. Vraiment pouvoir donner, pas que le public m'intimide. C'était ça le plus dur, et aujourd'hui, je pense que j'arrive à gérer. Parce qu'en fait, pour moi, comme elles sont tellement à l'aise avec moi, eh ben moi, je me suis dit, j'ai appris à être à l'aise aussi avec elles. Je me suis dit, même si je les connais pas, je les connais. Donc, je les taquine de la même façon qu'elles me taquinent. Voilà. Et pendant toutes ces années, de quoi tu vivais ? Est-ce que tu gagnais de l'argent ? Oui, alors, donc du coup, quand j'ai démissionné en 2019, que je me suis lancé directement dans le spectacle et l'influence, c'était ça, mes revenus. Donc, en fait, mes revenus, c'était très aléatoire, donc, parce qu'après, en plus, il y a eu le Covid. Donc, du coup, il n'y avait plus rien, niveau théâtre, rien. Donc, du coup, je vivais des partenariats par-ci, par-là. Heureusement, mon loyer n'était pas élevé. Et aussi, je ne pouvais pas demander de l'aide à ma famille parce qu'eux, ils m'avaient déjà dit de ne pas quitter l'éducation nationale. Et moi, je leur ai dit, je vais quitter quand même. Donc, je me suis dit, comme j'ai quitté, là, je ne peux pas dire... excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer 200 €? Tout ça, c'était mort. Donc, du coup, je me suis vraiment débrouillé comme ça. C'est intéressant d'entendre ça. Parce que souvent, on imagine que les artistes, devant leur fame, c'est facile. Et souvent, être un artiste, c'est un choix dans lequel on peut se mettre en péril, même financièrement. Tu dis que l'écriture de ton deuxième spectacle a été un ascenseur émotionnel. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en mots ? Ce que j'ai découvert, que j'étais hypersensible. Mais quand j'ai expliqué ça à mon premier metteur en scène, parce que là, du coup, je bosse avec un autre, pour moi, je lui ai dit, mais quand on a commencé à écrire le deuxième spectacle, j'ai dit, mais je ne pourrais pas jouer ça, c'est un spectacle pour dépressifs. Je lui ai dit, c'est dépressif, il y a trop de trucs négatifs dessus. J'ai dit, les gens viennent pour rigoler, pour passer un bon moment. C'était quoi les sujets négatifs ? En fait, les sujets négatifs, c'était que depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, je n'avais pas forcément de stabilité financière. En amour, ça n'allait pas du tout. En fait, j'attendais beaucoup des autres et j'étais déçu.
Jusqu'à aujourd'hui, hein, je fais énormément pour, du coup, même mon entourage, ou même quand je pouvais rencontrer un gars, mais pour moi, je pense que c'était jamais assez suffisant, c'était pas assez, il y avait toujours un problème, ça ne marchait pas, les relations amoureuses, les gars se foutaient de ma gueule, ils partaient du jour au lendemain, ils me faisaient croire des choses. Il y avait tout ça et je me rendais compte que ça m'affectait malgré le fort caractère que j'ai, que on pense que rien ne m'atteint, que je marche dans la rue, peu importe ce qui se passe, je m'en fous, mais ça m'affecte quand même au fond. Je prends quand même en compte, je suis très sur les détails et surtout avec mon entourage, moi quand j'apprécie quelqu'un, comme je t'ai dit, si j'aime, j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Mais par contre quand j'aime, j'aime vraiment et peu importe ce que la personne va faire, les petits détails pour moi comptent énormément et ça me déçoit. Et c'est ce que je voulais raconter un peu dans le spectacle, parce que le premier spectacle, c'était comme une présentation, et le deuxième, c'est comme un bilan de tout ce qui s'est passé ces dernières années, et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ma vie. Et quand on a commencé à écrire, j'ai dit non, c'est pas possible, on peut pas, il faut trouver une façon de tourner le truc, je ne peux pas dire ça comme ça. Tu écrivais seul? Non, on était à deux à écrire. Et comment tu as choisi la personne qui a écrit avec toi? Donc c'est Maldon. Du coup, mon premier metteur en scène, on a commencé à écrire parce que lui, il me connaît. Comme on a travaillé quand même ensemble. C'est pas rien se lancer dans l'écriture. Oui. Ah oui, ça écrire un show. Connaître le rythme, les chutes, c'est tout un travail. Et toi, il semblerait que tu as tout appris sur le tas d'une façon très naturelle. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps, que la meilleure des formations, c'est le terrain et l'expérience. Mais c'est pas rien d'écrire. Non, c'est très difficile. D'ailleurs, il m'avait proposé pour le deuxième spectacle de faire quelqu'un écrire. Parce qu'ils me disent, oui, mais tu sais, c'est très connu, on peut écrire pour toi, et après, tu n'as qu'à apprendre et tout, tu dis ce que tu veux faire transmettre et tout. Et je dis non. J'ai dit non parce que je ne vais pas me sentir à l'aise. Il faut vraiment que j'écrive et que je vive, que je raconte vraiment ce que j'ai vécu et comment, enfin, tout le cheminement jusqu'à arriver sur scène. J'ai dit, c'est très important pour moi. Donc, du coup, j'ai dit, non, on va écrire. Et c'était des séances de travail, c'était de 10h à 17h parfois. C'était énorme. Et après, tout ça pour qu'on fasse une deuxième version du spectacle parce que j'ai changé de metteur en scène. Et du coup, je travaille maintenant avec Tcherno. Et lui, on n'a pas tout changé, on a changé une bonne partie, mais lui aussi, c'était des séances d'écriture. Et ce que j'ai aimé avec lui, j'avais peur, parce que moi, quand j'ai des habitudes, j'ai du mal à changer. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, vu qu'il ne me connaissait pas vraiment, j'avais peur qu'il ne me comprenne pas. Mais on a fait 2 entretiens ensemble avant de commencer à écrire, et il m'a tout de suite cerné, il m'a compris. Et quand on a commencé à écrire, en fait, quand je parlais avec lui, c'était une discussion, je me sentais tellement compris. Je me sentais tellement compris et je me suis dit, mais en très peu de temps, quelqu'un arrive à me comprendre comme ça. Et on a réussi à travailler assez rapidement. C'était des grosses séances également, mais ça s'est super bien passé. La sincérité, c'est ce qui te représente. Tu as peut-être parfois peur d'en dire trop, de trop t'exposer sur ta vie personnelle, j'imagine. Avec plus d'1 million d'abonnés, tu es constamment observé, jugé. On parle énormément de la santé mentale. On a reçu ici Miel, qui a même lancé une application, Link, pour les jeunes. Comment tu fais pour te protéger face aux critiques ou aux demandes, aux attentes, parfois trop, de ta communauté? Moi, je désactive les réseaux. Du moins, de mon téléphone, je ne vais pas sur Internet. Il y a des moments où je me dis, je vais poster, je programme des publications, mais sinon, je ne vais pas dessus et je profite pour m'amuser avec mes amis. J'ai un chien également, je passe du temps avec mon chien. Je pense que depuis que ça fait 1 an que j'ai un chien, mine de rien, je vois la différence. Même s'il ne me répond pas, mais je discute énormément avec lui. Je passe du temps, on va jouer. J'ai repris également la lecture. Le développement personnel, c'est un domaine j'aime beaucoup. Donc, même si certaines lectures sont plus compliquées que d'autres, mais j'aime bien comprendre l'autre. Donc, voilà, je fais des choses qui me font plaisir, Tu sais trouver la source en toi. Oui, et après, par contre, moi, je suis très solitaire. J'adore rester seul. Donc, en fait, le fait de rester seul chez moi me permet de recharger les batteries. Vraiment, rester seul, ne voir personne, ne pas être au téléphone, ça m'aide vraiment, ça, je pense, vraiment.
Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous vous êtes séparé avec Maldon? Et parfois, être un artiste, c'est devoir faire des choix. Tu dis que tu es fidèle, ça s'entend. Et on imagine que ça n'a pas été évident. C'était quoi? C'était un appel professionnel? C'était... Non, parce que je sentais que sur la deuxième écriture de ce spectacle, qu'on arrivait à bout, lui et moi, dans le sens où il m'avait donné tout ce qu'il avait à me donner et il n'avait plus rien. En fait, moi, je lui ai dit où je voulais aller. Je lui ai dit ce que je voulais vraiment. Et comme je t'ai dit, j'atteins certains objectifs. Je veux aller encore plus loin. Et je sentais que ce plus loin, il ne l'avait pas. Mais il n'avait pas le courage de me le dire. Et je me suis dit, mais en même temps, et moi, j'avais pas le courage de dire à mon producteur, parce que je me suis dit, mais s'il y a plus Maldon, mais qui va me comprendre? Parce qu'en fait, lui, il me comprenait vraiment, et il était super bienveillant avec moi. Je me suis dit, mais il y aura qui? Comment on va faire? Donc, c'était pas facile au début, mais après, j'avais peur de le vexer aussi quand on a dit qu'on allait prendre quelqu'un d'autre. Mais il a compris, et même lui, à un moment, il a avoué que il était arrivé à un stade où il pouvait plus rien m'apporter, donc il préférait me laisser entre les mains de quelqu'un d'autre qui avait plus de compétences et qui pourrait m'emmener là où j'ai envie d'aller. Donc c'était ça. C'est très intéressant de discuter avec toi parce qu'il y a une part de mystère incroyable. Tu es entre cette ultra-sensibilité et en même temps cette détermination. On sent que tu es très organisé. Lorsque tu dis que tu es solitaire, je dis tout le temps que c'est les grands talents qui... se suffisent à eux-mêmes et qui ont besoin de se connecter à sa véritable nature. D'ailleurs, pour être un artiste, il me semble qu'il faut se connecter à sa véritable nature. Aujourd'hui, tu es venu, très beau. Dans ton quotidien, quand tu n'es pas sur scène, quand tu n'es pas en tournage, qui est Cleveland ? Cleveland, on va dire, vit une vie tranquille. Il va faire ses courses, il promène son chien. Il fait à manger, il regarde des séries. Il est habillé en femme? Non, totalement homme, vraiment. Quand vraiment je suis en Cleveland, il y a rien. Aujourd'hui, qui est devant moi? Là, c'est Tania qui est devant toi. Mais quand il y a Cleveland, il n'y a vraiment rien de féminin, par les ongles parfois, parce que je me dis, bon, si je dois me remaquiller, je ne vais pas remettre. Mais sinon, non, je ne mets rien comme maquillage, vraiment rien. Je vais couper mes cheveux. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre à couper mes cheveux moi-même, chez moi. Voilà, c'est vraiment simple. Tu as participé à la Gay Pride en 2021. À quel point est-ce important pour toi d'utiliser ta notoriété pour défendre des causes qui te tiennent à cœur ? Alors, je dirais pas, comme je dis aux gens généralement, je pense pas porter un drapeau LGBTQ, vraiment, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus investis que moi dedans, mais moi je suis vraiment pour être qui on a, je lutte pour que les gens soient vraiment qui ils ont envie d'être, ceux qu'ils ont envie d'être, ceux qu'ils ont envie de faire, vraiment, moi je me bats, je pense, pour ça. Si tu veux être tu veux faire tel métier, tu veux être cette personne, bats-toi vraiment pour ça, c'est important. Ne laisse pas les autres, la société, te donner un avis dessus ou t'interdire de le faire. Non, c'est vraiment ce que tu veux faire et être, fais-le. De tous les cas, il y aura toujours des critiques, des avis négatifs, mais du moment que tu es épanoui, tu es heureux, pour moi, c'est le plus important. Donc, on va dire, c'est plutôt ça. Fais ce que tu as envie de faire. Tu sais, ce qui est incroyable, bouleversant, intéressant, c'est que lorsque Tania s'adresse à nous, les femmes, c'est pas un homme, c'est vraiment une femme qui est là. Et c'est ça qui est ultra touchant. C'est que, et justement en 2025, où on parle des sexes ou pas, voilà, c'est déroutant de voir comme cette part féminine est authentique, elle est réelle, elle est vraie. D'où ça te vient? C'est la famille, c'est les tantes, c'est les grand-mères? Je pense que ce sont les tantes, mais j'ai toujours pensé comme une femme, vraiment toujours. J'ai des amis hommes hétéros. Quand je discute avec eux ou quand il y a un groupe d'hommes et on discute, ils me disent tout le temps, ils me disent, mais toi tu penses pas comme nous. Ils me disent, même si tu es gay ou autre, tu devrais penser comme nous, mais non, tu penses pas comme nous du tout. Et c'est vrai, j'ai des avis totalement contradictoires. Et quand il y a une femme dans la pièce, du coup, ils me disent, tu penses vraiment comme elle, tu penses comme une femme.
Donc, je pense que c'est pour ça. Et je comprends parfaitement une femme, je pense, aujourd'hui. Quand on a une telle audience, où on dit vraiment c'est une course à la validation, une course à l'audience, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été comme prisonnier, toi qui es en quête de liberté, de cette audience, ces commentaires, est-ce que tu vis à regarder le chiffre? Non. J'ai arrêté, on va dire, ces dernières années, surtout l'année dernière, j'ai fait un gros travail sur moi pour prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Je vais regarder les commentaires pour interagir, mais je me pose plus des questions sur telle vidéo a fait plus de vues que telle vidéo, telle vidéo a fait plus de commentaires, il n'y a pas eu assez de partage, il n'y a pas eu les abonnés, ça monte, ça descend. Tu te protèges. Oui, je regarde plus du tout. Ça passe pas. Je me dis, c'est pas grave, ça va passer sur une autre vidéo, mais je ne me mets plus la pression dessus. Non. Quel regard tu portes sur l'industrie du divertissement? Tu as commencé dans l'univers du stand-up. Alors, j'ai lu à Toulouse dans un bowling, enfin vraiment dans des petits trucs. Aujourd'hui, tu remplis les théâtres. J'imagine que tu dois être fier de ce parcours. Tu ne peux être que fier. Oui. C'est quoi tu commençais en disant que tu n'étais pas encore satisfait. Alors, vas-y, dis-nous. Où est-ce qu'elle va aller, Tania? Tania va aller dans une série. Série télé. Une série ou un film, vraiment, j'ai envie de l'emmener là. C'est là que j'ai envie de l'emmener. Ok, tu sais que tu es au bon endroit, là. Tu es au bon endroit niveau casting. J'espère, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu veux te lancer dans la comédie, dans la fiction? Oui, je veux essayer. Alors, je ne sais pas si c'est un exercice qui pourrait me plaire parce que, en général, c'est moi qui écris les textes et après, c'est plus facile à apprendre. Là, ça serait autre chose. Mais je me dis que si un rôle pourrait bien plaire à Tania et ça serait une nouveauté également, je serais prêt à me lancer, à me prêter au jeu. Ça serait un défi, c'est un challenge personnel, mais j'ai envie de ça. Pour moi, oui, j'ai vraiment envie de ça et je le disais encore en réunion en début de semaine à mon équipe. C'est vraiment un truc que j'ai envie. Quelle bonne intro, j'allais te dire. Aujourd'hui, Cleveland, derrière toi, il y a toute une équipe. Mm-hmm. Alors raconte-nous, pour tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière artistique, encore une fois, on cartonne sur les réseaux sociaux, on développe de l'audience, mais après, quand on est sur scène, c'est une autre réalité. T'as quoi? T'as un agent, t'as un producteur? Comment ça se passe? J'ai un producteur, j'ai un manager également, on va dire quelqu'un qui fait le lien entre tout le monde quand j'ai pas le temps de joindre le producteur au manager. J'ai aussi quelqu'un pour les cheveux, pour la wig. J'ai pas encore de styliste, on va dire ma coiffeuse qui est ma pote, elle sert de styliste aussi. J'ai, on va dire, un pote qui est community manager, donc du coup je travaille avec lui sur ce qu'on pourrait poster sur les réseaux et tout. Donc oui, c'est toute une équipe. Pour moi, je pense que c'est important, quand on est artiste, on peut pas tout faire seul. Même si on a des idées, même si on aurait aimé, on ne peut pas tout faire seul. Il faut déléguer à un moment donné. Il y a des gens, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà, il faut par exemple aujourd'hui travailler avec l'ENA. Il y a des gens vraiment, ils sont spécialistes dans leur domaine et il faut laisser les gens dans leur domaine. C'est super important. Tu ne peux pas tout faire, tout gérer. C'est impossible. Mais il faut s'entourer de bonnes personnes. Qu'est-ce que tu dirais au petit Cleveland ? Celui qui cuisinait à 10 ans, qui rêvait d'être avocat. Quand tu regardes tout ton parcours, qu'est-ce que tu dirais au petit garçon? Qu'il n'aurait pas dû avoir aussi peur. Il n'aurait dû pas avoir aussi peur. Il aurait dû se lâcher un peu plus. Mais après, il ne savait pas. De se faire confiance beaucoup plus tôt, de ne pas attendre l'arrivée de Tania ou des réseaux sociaux, des vidéos pour être totalement heureux, épanoui. Non, il aurait dû se faire confiance beaucoup plus tôt. La confiance et l'amour, c'est ce qu'on ressent quand on est face à toi. Merci Cleveland, merci Tania. À très bientôt sur scène. Merci à toi.